Salut à tous, c'est Vincent. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça fait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, j'attaque ma rentrée. Toutes les semaines, je vais faire une vidéo. Alors voilà, depuis que je suis parti, c'est le bordel. C'était déjà le bordel avant, mais là, on a les deux pieds dedans. Plus ça va, plus ça empire. Je vous avais prévenu quand même un peu, hein. J'avais dit que ça sentait pas bon. Je le sentais. Mais bon, voilà, franchement, si vous êtes encore là pour regarder les vidéos, c'est que vous êtes toujours pas pendu. Donc, c'est que vous avez sûrement un mental d'acier, donc c'est pas mal. Alors, je savais pas par où commencer, sincèrement, parce qu'il y a tellement de bordel en ce moment sur la planète que en 10 minutes, ça va être difficile de tout aborder, mais je vais essayer vraiment de faire court et d'aller à l'essentiel. Là, alors l'info de la semaine, c'est vraiment le sabotage du Nord Stream 1 et 2. Le Nord Stream, c'est un pipeline, c'est même deux pipelines, hein, qui fournissaient l'Europe en gaz. Ça partait de Russie et ça arrivait en Allemagne. Ça fournissait des quantités considérables de gaz. C'est vraiment grâce à ça que l'Europe arrive à se chauffer, arrive à remplir ses réserves de gaz. L'industrie allemande est extrêmement dépendante de ce Nord Stream. Elle importe d'énormes quantités de gaz via le Nord Stream. Alors bien sûr, il y a d'autres routes pour amener du gaz de la Russie à l'Europe. C'est via l'Ukraine. Et l'Ukraine qui, malgré ses appels à l'Europe, nous pousse à ne plus acheter de gaz russe, etc. Mais elle, par contre, elle fait très attention à ces pipelines et continue à recevoir des rentes, des milliards d'euros de ces pipelines parce que vu que les pipelines russes traversent l'Ukraine, eh bien la Russie continue à payer l'Ukraine pour pouvoir traverser son territoire. Et l'Ukraine continue toujours à encaisser les chèques. Donc voilà, on voit quand même que la politique, c'est pas forcément ce qu'on vous montre à la télé. Alors, qui c'est qui a saboté le Nord Stream, ça, ben, moi j'ai ma petite idée derrière ça, mais chut, là pour l'instant, faut rien dire, parce que... voilà, les Russes accusent les Américains accusent les Russes, les Européens, ben là, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment trop dans la merde. Et à qui ça va profiter, en gros? Ben, ça va profiter vraiment aux Américains, parce que l'Europe, en gros, c'est un gros consommateur de gaz. On n'a pas assez de gaz. Et on continue à en acheter via la Russie. Et la Russie, en fait, c'est quand même un allié forcé de l'Europe. Même s'il y avait des sanctions envers la Russie, on continuait quand même à acheter du pétrole et du gaz en Russie parce que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas assez de quantité au monde pour arriver à combler le manque, si vous voulez. On était quand même obligé d'acheter du rouble, de faire des échanges avec la Russie, ce qui continuait à maintenir un semblant diplomatique entre la Russie et l'Europe. Il y a quand même, on continuait quand même à avoir des transactions, à faire du commerce avec la Russie. Ça, voilà, il y avait quand même un lien entre l'Europe et la Russie. Là, avec le Nord Stream qui a pété, franchement, l'Europe, là, on va manquer de gaz, c'est sûr. Et les Américains, ben, eux, avec leur gaz de schiste, ils vont pouvoir vendre le gaz de schiste. Et bien sûr, vu qu'il y aura ces milliards d'euros de transactions en moins sur les marchés, parce qu'on achète plus de gaz à la Russie, eh bien, voilà, ça va affaiblir un peu le rouble, etc. Bon, après, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est ça, quoi. Il y aura plus... En fait, la dernière chose qui nous tenait avec la Russie, c'était un peu le gaz et le pétrole. Ben là, le gaz, déjà, s'est coupé. Ensuite, est-ce que le Nord Stream, il est mort? Est-ce que c'est fini? Bien, ça, on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore évalué les dégâts. Si vous voulez, un pipeline, tant que l'eau de mer n'est pas rentrée dedans, il n'est pas mort, il est encore sauvable. Mais le jour où l'eau de mer rentre dans le pipeline, là par contre, ben, le pipeline, vous pouvez l'abandonner, c'est fini. On ne pourra plus jamais le sauver et le pipeline qui a coûté quand même 15 milliards d'euros, ça m'étonnerait qu'on en reconstruise un à côté. Et en plus, si même on devait en reconstruire un, ça durerait des années et des années, comme le Nord Stream 1 et 2, si vous voulez. Ça a pris des années. En plus, les États-Unis s'étaient interposés aux travaux, ça s'était arrêté, ça avait repris. Enfin bref, ça a été un peu un soap opéra, ce Nord Stream. Pour conclure, les Russes, ils continuent toujours à maintenir sous pression le pipeline pour pas que l'eau de mer rentre dedans. Ils vont évaluer les dégâts et si on peut sauver le pipeline et s'il n'y a pas d'eau de mer qui est rentrée dedans, eh bien ils pourront le sauver. Mais
ils sont pas super optimistes quand même. Est-ce que aussi la volonté politique de la Russie va être de réparer ce Nord Stream, hein, s'il y a vraiment des gros dégâts, il va falloir détacher pas mal de bateaux, pas mal de monde, pas mal de matériel pour aller réparer ce pipeline. Et en ce moment, ils sont sur des gros projets vers l'Asie, vers l'Inde, etc., qui leur achètent beaucoup de gaz, qui n'appliquent pas les sanctions de l'Occident sur la Russie. Donc voilà, c'est vraiment des alliés. Est-ce qu'ils vont sacrifier leurs alliés? Est-ce qu'ils vont vouloir ralentir les projets chez leurs vrais alliés pour aller réparer notre pipeline? Ben ça, je sais pas. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Maintenant, on va parler des taux et des banques centrales. Les banques centrales continuent à relever leurs taux et franchement, ça commence à faire vaciller un peu les bons au trésor. Alors, au niveau des bons au trésor, il y a l'Angleterre, ben, le bon au trésor à 10 ans, il commence à faire du yo-yo, avoir une volatilité vraiment extrême, hein, jamais vu sur les bons. Les carnets d'ordre se vident, il n'y a plus de liquidité. J'avais parlé déjà de ce problème de liquidité. La liquidité, s'il n'y en a plus, eh bien la volatilité augmente considérablement. C'est vraiment un gros danger, ça, la liquidité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est par exemple, en Allemagne, en Angleterre, il y a beaucoup de fonds de pension qui ont des économies, les économies d'une vie des gens pour leur retraite qui sont placés sur les bons au trésor. Les bons au trésor, c'est vraiment la valeur sûre normalement. Et là, en fait, il y a tellement de yo-yo, il y a tellement de fortes poussées qu'il y a commencé à avoir des appels de marge. Alors les appels de marge, c'est quoi? Un appel de marge, c'est quand vous tradez, si vous voulez, avec un levier, et bien même si le levier est petit, vous êtes obligé à un moment donné d'avoir une marge. Et cette marge-là, à un moment donné, quand le marché devient trop volatile et que ça commence à trop monter, eh bien là, les banques, hein, ou alors votre broker, hein, qui vous a fourni le levier, commence à vous dire, bon ben là, ce mois-ci, le levier, ben, c'est plus 100 millions, c'est 600 millions. Et là, si on n'aligne pas les ronds, il vous coupe les positions. Et ça devient catastrophique. Par exemple, il y a des grosses institutions qui gèrent beaucoup de fonds de pension, eh bien, elles sont vraiment à la limite de l'appel de marge. Donc, si ça continue à fluctuer comme ça, eh bien, voilà, il peut y avoir des appels de marge. Toutes les positions peuvent être coupées. Et là, ça va être la catastrophe parce que les gens, du jour au lendemain, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu leur retraite. Ils ne vont plus avoir leur pension. Tous les mois, on ne pourra plus les payer. Enfin, voilà, ça va être un bordel monstre. Et puis, les gens ne seront vraiment pas sûrs de retrouver leur argent. Là, ben, politiquement, c'est catastrophique, quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. En Allemagne, ça augmente aussi. En France, ça augmente. Aux États-Unis, ça augmente partout. Et ça, j'avais déjà expliqué pourquoi surveiller les bons au trésor, ben, c'était important. Ça donnait un peu le pouls de l'économie. C'est parce qu'en gros, ça montre la confiance des investisseurs envers un pays. Si vous avez confiance en un pays, ben, vous pouvez lui prêter de l'argent. C'est comme si vous avez un pote, vous êtes sûr qu'il va vous rembourser. Ben voilà, vous pouvez lui prêter 1000 euros. Ben, vous savez qu'il va vous rembourser les 1000 euros, quoi. Alors que si vous avez un autre pote, tout le monde sait qu'il va jamais vous rembourser, ben voilà, si vous lui prêtez 1000 euros, ben vous savez que vous n'allez pas les revoir, donc vous n'avez pas envie de lui prêter forcément 1000 euros. Ben c'est un peu ça en fait les bons trésors, c'est la confiance des institutions, avec des gens, des investisseurs dans un pays. Ensuite, concernant l'Ukraine, ben voilà, Vladimir Poutine a fait un référendum dans le Donbass, enfin dans toutes ces régions là, et comme on s'y attendait, ben voilà, ils ont voté pour rejoindre la Russie. Donc ces territoires là, eh bien maintenant vont être russes, et ça peut un peu changer la donne parce que maintenant, si vous attaquez le Donbass, ben, vous attaquez plus une zone ukrainienne en guerre, ben, vous attaquez la Russie. Donc du coup, pour conclure, ben, la guerre en Ukraine, hein, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Et d'après ce qu'a dit le gouvernement russe aussi, c'est que eux, ils pensent vraiment que même s'ils attaquent nucléairement l'Ukraine, eh bien, le monde entier ne bougera pas, ils condamneront, ils feront des beaux discours, mais de toute façon, il y a tellement de sanctions sur la Russie que ça changera pas grand chose sur eux parce que vu qu'ils ont des armes technologiquement très avancées, par exemple ils ont le missile Satan qui va à Mach 20 et avec un seul missile il peut détruire la France entière et on peut pas l'arrêter, on peut rien faire, ben voilà, ils se sentent quand même un sentiment de supériorité, donc c'est pas prêt de s'arrêter d'après moi. Il n'y a pas un des deux camps qui va arrêter pour régler le problème. Concernant la France maintenant, ben, ça s'est pas amélioré. Alors regardez les vidéos que j'avais fait avant l'été, je vous disais attention, l'hiver prochain ça va être un peu tendu niveau énergétique, on va avoir des pénuries de gaz, d'électricité, etc. Et comme par hasard, voilà, et maintenant on a inventé le mot sobriété énergétique. Alors là,
tenez-vous bien parce que ça, vous allez en bouffer tous les hivers. C'est un peu comme geste barrière, c'est rentré dans le vocabulaire et c'est pas prêt d'en sortir. Alors à l'époque, hein, regardez mes vidéos, les politiciens disaient non, non, vous inquiétez pas, la Russie, on les a à la botte. On va imposer nos prix à la Russie, on va acheter le mètre cube à la Russie à tel prix, on va acheter le baril de pétrole à la Russie à tel prix, etc., etc. Il n'y aura pas de pénurie, les réserves sont pleines, ne vous inquiétez pas. Et en fait, ben voilà, hein, en fait, ils ont inventé du coup le mot sobriété énergétique, mais c'est pas leur faute parce que c'est l'écologie. Ben oui, l'écologie c'est très important, il faut pas trop chauffer. On vous a dit l'hiver dernier qu'il fallait ouvrir les fenêtres toutes les 10 minutes pour faire sortir le méchant virus. Mais là, avec l'écologie, tout a changé les amis. Là, il faut plus ouvrir les fenêtres, il faut fermer bien les fenêtres, mettre les thermostats à 19 degrés et si jamais vous dépassez, vous pouvez risquer une amende jusqu'à 1500 €. Alors donc, voilà un peu où on en est en France. Hein. Là, je développerai pas plus parce que sinon, la vidéo va déborder et je vais être à peu près à 1h20 de vidéo. Mais voilà, arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder TF1, coupez la télé surtout et commencez à mettre 2-3 neurones en route pour pouvoir essayer de comprendre le jeu à la con qui se joue entre l'Europe, la Russie et les États-Unis et demandez-vous à qui profite cette crise. Et je voulais finir sur la petite ingérence de ma copine Ursula von der Leyen. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, je l'aime beaucoup cette femme. Elle n'a pas été élue, elle a été mise là, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. Et elle fait sa petite loi, elle a signé les plus gros contrats que l'Europe ait jamais signés. Et là, elle vient de dire aux États-Unis que si l'Italie votait pour l'extrême droite, eh bien, ils en subiraient les conséquences. Donc voilà, c'est quand même une ingérence politique. Il y a quand même des traités dans le monde. Tout le monde a signé un peu des traités. Alors elle, vu qu'elle n'a pas été élue, peut-être ça ne la concerne pas. Mais normalement, on n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires internes des pays. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, peut-être qu'elle pense que c'est son pays parce que ça fait partie de l'Europe ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ben, elle a menacé tout un peuple de ne pas voter pour une personne parce que sinon l'Europe allait en gros répliquer quoi. Donc voilà, c'est carrément une ingérence. Bien sûr, elle a dit ça aux États-Unis, outre-Atlantique. Du coup, c'est pas passé sur BFM TV ou sur TF1 ou sur M6. Donc voilà, je termine sur ça. Hein, le petit cadeau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Franchement, ça me motive énormément les likes et les partages. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais les vidéos, ça se prépare un minimum. Il faut les tourner, il faut les monter. Et voilà, c'est quand même du boulot. Donc la motivation, j'en ai vraiment besoin. Donc n'hésitez pas à me motiver. Faites-moi des retours, ça fera vraiment plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.